Bonjour Mathieu Chassignet. Nous vous avons demandé d'intervenir dans notre workshop sur la question du rééquilibre de l'espace public pour savoir si c'était vraiment une question qui était utile uniquement en temps de crise ou si ça a du sens aussi plus généralement en temps normal. Même si je pense qu'il y a des éléments de réponse déjà dans la question. Je vous laisse vous présenter et aborder cette thématique. Merci. Oui, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Donc Mathieu Chassignet, je suis ingénieur à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence française de la transition écologique. Donc c'est une structure publique qui est une agence d'expertise française sur tous les métiers de l'environnement. Et moi, je suis plus spécialement en charge des sujets mobilité durable et qualité de l'air pour la région des Hauts-de-France. Alors, à côté de mon travail, on va dire, de mon emploi, je suis aussi observateur des mobilités. Et donc, j'anime un blog qui s'appelle Pour une mobilité durable et solidaire. Et puis, je suis également assez actif sur Twitter où je poste assez régulièrement des choses. Donc, je vous ai mis mon identifiant. Donc, finalement, pourquoi rééquilibrer l'espace public? Là, on voit que l'espace public, de fait, on est obligé de le rééquilibrer pour faire de la place aux piétons, de la place aux vélos. Et pourquoi le rééquilibrer? Donc, le premier constat, c'est qu'en ville, on a plus de la moitié de l'espace qui est réservé à la voiture. On a entre 50 et 80% de l'espace public qui est réservé à la voiture, suivant la ville. Donc, par exemple, ici, à Bruxelles, on voit que 58%, 58,5% de l'espace public est réservé à la voiture, 37% aux piétons, seulement 2% aux vélos et 2% au transport public de surface. Paris, par exemple, on est sur du 50% pour la voiture. Dans des villes moins denses, où la voiture va être encore plus prépondérante et on sera plutôt autour de 70-80%. Donc il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui et une vraie inéquité dans l'accès à l'espace public pour les uns et les autres. Alors c'est particulièrement marquant si on regarde nos grandes villes vues du ciel. Ici, c'est un concept qui s'appelle The Arrogance of Space, qui a été popularisé par Michael Colville, qui est un Danois. Et donc, en fait, on prend une image vue du ciel d'une de nos villes et on colorie dans différentes couleurs, finalement, les espaces en rouge réservés à la voiture, en bleu réservés aux piétons, en violet, on voit très peu ici, réservés aux vélos, et puis en vert, des espaces verts. Et donc, on voit, alors à gauche, on est en plein centre-ville de Lille. À droite, on est à Paris. Et on voit que, bien que dans ces villes, finalement, la voiture concentre une minorité des déplacements, eh bien, en termes d'espace public, ce sont des modes qui sont prépondérants. Et on voit qu'on a accepté, finalement, de sacrifier, si je puis dire, une très grosse partie de notre espace public à la voiture. Alors même que les déplacements en voiture à Paris, par exemple, c'est 10% de l'ensemble des déplacements. Alors la voiture, pardon pour la faute, c'est un moyen de transport qui est très peu efficace en ville. Pourquoi? Parce que si on regarde le débit, donc c'est-à-dire combien de véhicules vous faites passer sur une bande de 3,50 m de large, on voit que la voiture, c'est un débit qui est très faible, puisqu'on fait passer uniquement entre 800 et 1000 voitures par heure sur une voie de circulation. Si vous la transformez en voie de bus, vous pouvez faire passer 5000 personnes par heure. Si vous la transformez en piste cyclable, vous pouvez faire passer jusqu'à 6000 vélos par heure. Alors, sous réserve qu'il y ait de la demande et qu'il y ait des usages. Mais en tout cas, théoriquement, ce sont des moyens de transport qui sont beaucoup plus capacitaires que la voiture. Et donc, si un des objectifs, c'est de fluidifier la ville, ce qui est quand même un des objectifs de nos villes aujourd'hui, puis qui essaie de lutter contre la congestion, qui fait perdre du temps à tout le monde, alors la marche et le vélo seront beaucoup plus efficaces que la voiture. Donc voilà encore une raison pour rééquilibrer l'espace public, c'est que ça nous permettrait d'avoir des villes plus fluides et ça permettrait à chacun de gagner du temps finalement. Et puis enfin, voilà, si on met un petit peu dans une perspective historique, il ne faut pas imaginer que ce recul de la voiture en ville qui est engagé, c'est pas récent, ça fait plusieurs décennies qu'on fait reculer la place de la voiture dans nos villes. Et vous avez ici des photos de Paris dans les années 60-70, où on voit que toutes les places de cette ville étaient devenues des parkings. Donc vous avez à gauche le parvis de Notre-Dame, en haut vous avez la place de la Concorde, et puis en bas la place Vendôme, qui étaient des énormes parkings à ciel ouvert. C'est plus comme ça aujourd'hui, et fort heureusement, à partir des années 80-90, on a commencé à les piétoniser, ou à les piétoniser en partie.
Et donc, on voit que ce mouvement a commencé dans les très grandes villes, puis il a diffusé progressivement dans les villes de taille un petit peu inférieure. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des villes moyennes qui commencent aussi à faire reculer la place de la voiture. Je pense par exemple à la ville d'Arras, dans le nord de la France, qui a piétonnisé il y a 2 ans une de ses places en centre-ville. Donc voilà, donc progressivement, ça diffuse, mais en tout cas, faut bien se rendre compte que c'est un mouvement qui est engagé depuis une trentaine d'années et qui se diffuse progressivement sur des tailles de villes beaucoup plus petites. Peut-être que demain, ça viendra aussi dans des centres-bourgs ou dans des zones périurbaines. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, une autre raison pour laquelle il serait intéressant de rééquilibrer l'espace public, c'est pour le commerce local, pour la vitalité du commerce local. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur justement l'activité en centre-ville et sur qui sont les clients et d'où ils viennent. C'est-à-dire que beaucoup de gens imaginent que pour favoriser le commerce de centre-ville, il faut favoriser l'accès en automobile et il faut faire de la place à la voiture. En fait, quand on regarde les chiffres, c'est clairement à nuancer. Quand on regarde dans les grandes agglomérations françaises, donc ici on a une étude publiée par le CEREMA. Le CEREMA, c'est un centre d'expertise sur l'aménagement et la mobilité qui est rattaché au ministère de l'Environnement chez nous en France. Donc la partie que j'ai entourée en rouge, c'est les petits commerces de centre-ville dans la ville-centre des grandes agglomérations. Et donc on voit que seulement 24% des clients viennent en voiture et 64% viennent à pied, 10% viennent en transport collectif. Donc finalement, faire de la place aux piétons, permettre aux piétons d'avoir une expérience de consommation agréable, c'est au moins aussi important, si ce n'est même beaucoup plus, que de permettre aux gens de venir en voiture. Et quand on regarde, même en périphérie, c'est le chiffre qui est tout à droite, le petit et moyen commerce de périphérie, c'est simplement 56% des clients qui viennent en voiture, et il y en a quand même 40% qui viennent à pied. Donc là aussi, le piéton n'est pas à négliger et constitue une source, une partie importante de la clientèle. Alors, si on regarde les choses un petit peu différemment, c'est d'où viennent les clients. Et donc, on voit globalement, les gens consomment près de chez eux. Donc, 84% des résidents du centre-ville consomment en centre-ville. 83% des habitants de la périphérie consomment en périphérie. Donc, l'enjeu pour les commerces, c'est essentiellement d'attirer une clientèle locale et finalement dérouler le tapis rouge aux résidents de la périphérie pour venir consommer en centre-ville. Eh bien, si c'est au prix de dissuader les résidents de la du centre-ville de venir consommer, alors on risque fort de se tirer une balle dans le pied. Alors, pourquoi finalement on surestime autant le poids de la voiture? C'est une question vraiment que moi je me pose. On voit globalement les commerçants surestiment largement le poids de la voiture parmi leurs clients. Alors ça, c'est une enquête qui a été faite à Bruxelles, où en haut, on demande aux clients, d'après vous, comment viennent vos consommateurs, comment viennent-ils consommer dans votre magasin? Et on voit qu'il y en a 5, les commerçants imaginent que 52% des clients viennent en voiture. En fait, quand on regarde la réalité, c'est le graphique du bas. Ici, là, sur cette zone qui est Goulet-Louise, il y a seulement 11% des clients qui viennent en voiture, et il y en a 36% qui viennent à pied et 50% qui viennent en transport collectif. Donc les commerçants ont une vision qui est souvent un peu déformée de la réalité et de la façon dont vient leur client. Et donc, ils se trompent souvent sur les mesures qu'il faudrait prendre pour permettre finalement d'augmenter leur clientèle. Alors, là, c'est une autre étude qui a été menée à Rouen, où à gauche, on demande aux commerçants quels sont, d'après vous, les freins au shopping. Et à droite, on pose la même question aux clients. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vision des commerçants et des clients est très différente. Si on en croit les commerçants, pour entre 50 et 75% d'entre eux, le principal problème, c'est qu'il n'y a pas assez de stationnement. C'est la première réponse en poids et de très loin. Et inversement, quand on regarde ce qui est déclaré par les clients, eh ben, le stationnement arrive seulement en deuxième position. Il y a seulement 20-23% qui trouvent que c'est un problème. Et au contraire, la chose qui est mise en avant en premier, c'est qu'il y a trop de bruit et de circulation. On voit aussi que beaucoup disent qu'il n'y a pas assez d'espace pour marcher et qu'il y a trop d'obstacles sur les trottoirs. Donc globalement, les clients trouvent qu'il y a une présence trop forte dans la zone commerçante de voitures, de deux roues motorisées qui sont générateurs de bruit, de pollution. Et donc ça les dissuade, ça leur fait passer l'envie de consommer.
Donc voilà, on voit que vraiment cette différence de perception qui est très flagrante. Et puis, dans le contexte du confinement actuel, finalement, le rééquilibrage de l'espace public sera vital pour les commerces et pour les restaurants. À gauche, on voit une rue en Floride, dans la ville de Tampa, qui a fermé une rue à la circulation pour pouvoir y installer des tables de restaurants. Donc, sachant que les restaurants ne pourront pas rouvrir ou avec des distances importantes entre les tables, ce qui fait que beaucoup ne pourront pas rouvrir économiquement. Et le seul moyen pour eux de rouvrir, finalement, c'est d'augmenter leur terrasse en s'installant sur la rue. Et puis à droite, c'est la ville de Lille qui a décidé de piétoniser son centre tous les samedis depuis la fin du confinement. Et donc on voit ici une image qui montre que finalement ça laisse beaucoup plus de place aux piétons et ça donne sans doute beaucoup plus envie aux piétons de consommer que quand il y a des voitures qui passent sur cette chaussée et qui se retrouvent agglutinées sur les fines bandes de trottoirs qu'on voit à droite et à gauche qui sont à cet endroit-là très, très étroits. Alors un autre sujet, un autre enjeu, c'est les abords des écoles. On voit des villes qui piétonnisent les abords des écoles. Ici, c'est un exemple à Paris. Hein, ça s'est mis en place là actuellement dans le cadre du déconfinement. Mais ça pourrait être mis en place à d'autres moments. Et donc, effectivement, une école n'est pas un drive. On est vraiment dans un cercle vicieux où j'emmène mon fils ou j'emmène mon enfant à l'école en voiture parce que les autres le font et que ça devient pas sécurisé de venir à pied. Donc finalement, on est vraiment dans un cercle vicieux. Et quand on regarde les chiffres, en France, on a 49% des écoliers qui vont à l'école accompagnés par leurs parents en voiture. Il y a 20 ans, c'était seulement un quart. Donc aujourd'hui, on a la moitié. Et c'est un vrai problème parce que on sait qu'on est dans une société qui est beaucoup trop sédentaire. Les enfants ont besoin de faire une activité physique. D'après l'OMS, c'est 1 heure d'activité physique par jour qui est recommandée pour les enfants. Et la marche à pied, le vélo peut être considéré comme une activité physique modérée. Et une autre chose, c'est qu'il y a des études médicales qui ont montré que les enfants qui vont aller à pied ou à vélo à l'école le matin ont une meilleure capacité de concentration la journée et une meilleure capacité d'apprentissage. Donc ça devient un véritable enjeu pour l'école et pour la façon dont on va réussir à faire apprendre des choses ou moins bien aux élèves. Alors voilà, tous les exemples que je vous ai montrés, c'est plutôt des exemples qui viennent de grandes villes, encore qu'il y a beaucoup de villes moyennes aussi qui font des choses. Mais ailleurs, dans des petites villes, dans des villages, dans des bourgs, on voit qu'il y a aussi des choses qui commencent à se mettre en place. On voit que ça se diffuse vraiment dans des villes de plus petite taille. Par exemple, sur les mesures pour la mobilité du déconfinement, on voit qu'il y a des initiatives ambitieuses qui sont prises dans des villes moyennes. Donc Arras, par exemple, Cannes, Charleville-Mézières, qui sont toutes des villes autour de 50 000 habitants, donc pas des très grosses villes. Et puis, on a aussi des exemples en France, comme ailleurs, de centres-bourgs qui ont été complètement requalifiés pour favoriser la qualité de vie, pour favoriser le partage de l'espace public, et puis pour favoriser la vitalité du commerce local. Et donc, voilà, je vous ai mis des exemples ici. Ici, une publication du CEREMA sur la requalification des centres-bourgs. Donc, on voit des photos avant-après. On voit qu'après, globalement, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis ici, c'est une rue qui est plutôt commerçante. Voilà, on imagine bien qu'avec des trottoirs un petit peu plus larges comme ici, avec une place quand même au pied du piéton qui est plus importante, on voit bien que le consommateur aura un petit peu plus envie de consommer dans cette configuration-là que tel que c'était auparavant. Voilà, donc pour conclure, voilà, c'est un mouvement qui est vraiment enclenché depuis une bonne trentaine d'années, qui a commencé dans les grandes villes, qui se diffuse peu à peu dans les villes moyennes, dans les petites villes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même des villages qui sont vraiment précurseurs. Et non seulement c'est nécessaire dans le cadre du déconfinement qu'on est en train de vivre, mais en soi, ça présente beaucoup d'avantages. Et donc, voilà, c'est aussi ces avantages-là qu'il faut mettre en avant, et notamment pour, au-delà de l'urgence de la situation actuelle, mais également réfléchir à pérenniser ces nouvelles dispositions, ces nouveaux aménagements. Et si on arrive à le faire, alors je pense qu'on aura gagné beaucoup de choses à tous les niveaux. Merci. Merci Mathieu.